Salut à tous les amis, bienvenue, merci de suivre Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui on est bien évidemment là pour débriefer le match de la France contre l'Italie, le premier match du tournoi Destination. Et pour en débriefer ensemble aujourd'hui, on est comme d'habitude avec les copains. Comment ça va Alex Priam ? Ça va très bien, on a vécu une belle entrée en matière dans ce tournoi de Destination. Beaucoup de choses à dire, notamment sur la performance des Bleus. Était-ce une performance ? On va en discuter. Mais il va y avoir des débats, je le crains et en même temps j'en suis très content. Ouais, effectivement, on s'attendait à un déroulé de l'équipe de France, mais il va y avoir quelques questions à se poser. Comment ça va, Émeric ? Alors vous attendiez peut-être à un déroulé de l'équipe de France. Ça commence déjà. C'est pas ce qui a été dit de ce côté-là de la table. Donc au final, moi ici, j'ai vécu une très bonne première journée du Six Nations. Très, très heureux de voir en vrai les stades pleins, les jauges pleines, et des ambiances de dingue un peu partout. De quoi ? Les bières pleines. Les bières pleines, surtout. et puis vides, et puis pleines. non, mais c'était très cool. Et puis voilà, moi j'ai eu la chance de vivre le match de l'équipe de France avec Rivendi dans un contexte un peu particulier sur sa chaîne à l'Accor Hotel Arena pendant le grand slam Tout va bien. de judo. Il y a un petit peu un camoulox, mais en vrai c'était incroyable. Donc j'étais hyper content. Et là il a pris une petite semaine de pause en Allemagne et on l'embrasse, on pense à lui. Ouais, et il nous racontera évidemment ce voyage en Allemagne, ou pas tout, hein, évidemment. Non, bah, il va avec son frère. Voilà. Ça lui fait Excuse-moi, un alibi, son frère jumeau. Effectivement, on lui fait un coucou à Rivendi qu'on retrouvera bien évidemment la semaine prochaine parce qu'on est toutes les semaines, tous les mardis en débrief pendant le tournoi de Destination à chaque fois qu'il y a un match de la France. Et d'ailleurs, on va regarder le programme du Bureau Oval pendant le tournoi de Destination. Donc vous voyez, le mardi environ à 17h sur la chaîne YouTube, vous avez un débrief et vous pouvez avoir aussi des previews le vendredi à 18h sur Winamax TV que je fais avec Émeric et avec Tamerlan. Et d'ailleurs, on a fait la première la semaine dernière et ça a été un véritable plaisir. Et si vous voulez en plus nous suivre, vous savez qu'il n'y a pas que le tour en destination qui nous intéresse. À Bureau Oval, le top 14 nous intéresse bien évidemment énormément. Il y a notre émission Petit Bureau qui a lieu tous les lundis à 17h sur la chaîne Poney Club avec 3E de mon cher Émeric. Vous avez reçu Marc Ottolègne, c'était ça ? Marc Ottolègne, international français, joueur du MHR de Montpellier, voilà, du club de Montpellier, et qui nous a fait vraiment, mais alors des imitations d'Urios notamment exceptionnelles. Et Urios qui est son entraîneur, son ancien entraîneur à l'UBB. Oui, son On ancien avait pris le producteur et puis il a explosé. devant la beauté de ce début d'émission, il a un peu explosé. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'on arrive à, que ce soit avec Julien Thomas, etc., d'avoir des bonnes anecdotes et tout, c'est très très cool. Donc voilà, le lundi à 17h, si vous voulez suivre en live le Petit Bureau. Les amis, aujourd'hui, on est là évidemment pour débriefer la première journée du tournoi Destination. 3 matchs ont eu lieu avec notamment la victoire 37-10 des Bleus contre l'Italie. Ça va constituer notre focus, notre débrief, notre première partie d'émission. Il y aura une deuxième partie d'émission où on va se poser des questions, notamment autour de l'Irlande. Impressionnante contre les Gallois, victoire 29-7. Et le dernier match dont on va parler, la défaite de l'Angleterre en Écosse ou la victoire de l'Écosse en Angleterre. Vous voyez selon, mais bien évidemment sur ce plateau on parlera plus de la défaite de l'Angleterre parce qu'on adore parler des défaites. Et puis de en vrai, l'Angleterre. la physionomie du match, c'est plus ça. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, mon cher Mike. Donc voilà, vous savez tout sur cette émission. C'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec le débrief de la victoire de nos Bleus contre les Italiens. C'est parti. On démarre donc avec un focus débrief de cette victoire des Français contre l'Italie. Donc victoire... Là, en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce match. Il y avait des attentes qu'on a eues pendant la preview du Six Nations. On va pas se mentir, tout le monde voit la France comme grande favorite. Donc forcément, quand on rencontre l'Italie, on s'attend à ce que les Français défoncent les Italiens, ce qui n'a pas été le cas du tout. Les Français ont même été menés en début de match. Donc sur les réseaux, on vous a posé la question, quelle note globale est-ce que vous donnez à ce match du 15 de France ? On va voir 3 notes qu'on a sélectionnées pour montrer les différences un peu de lecture et d'analyse qu'il y a eu. Tom parle d'un 15 sur 20, donc on démarre par une bonne note. Une bonne note quand même. Conditions météo n'ont pas aidé face à des Italiens morts de faim sur chaque ballon, mais le sérieux et le pragmatisme ont fait la différence en deuxième période où les Italiens n'ont pas existé. Il faudra faire moins de fautes la semaine prochaine. Deuxième note, on est un peu plus dans le moyen, 12 sur 20 pour Elsa. L'essentiel est là, mais la copie reste brouillonne. Trop de fautes pour un match international, 14 fautes pour les Bleus, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et enfin, Ars18 qui nous dit 10 sur 20. Non mais toi tu rends les copies
dans le sens bonne note jusqu'à la plus Ouais, mauvaise. voilà, c'est ça. Ça me rappelle Comme juste à des l'école. souvenirs d'école où t'attends ta Terrible. copie trop longtemps, quoi, tu vois. Beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop de fautes donc et des mauvais choix, notamment la charnière à la rue et sans rythme, peu d'avancées, ballon en main. La rentrée des finisseurs fait du bien, surtout Moefana et Lucu. Il a dit Woki finisseur. n'a pas confirmé. C'est beau, dans la il a cage. dit Eh finisseur. Comme quoi Non, mais ça y est, Galtier ça reste. rentre dans nos têtes, les amis. C'est peut-être ça le problème. Je vous pose exactement la même question, Emeric. Quelle note globale est-ce que tu donnes à ce match du 15 de France? Ben moi j'ai 2 notes en fait, une différente, une à chaud en sortie de match où j'étais un peu saoulé, un peu énervé de me dire voilà, je rejoins les tweetos comme quoi ouais, il y a des c'était brouillon, on aurait voulu que ce soit plus léché, plus fluide, etc. J'aurais mis une note de 11, je pense, parce que même 12, parce que bah, l'essentiel était là. Et après avoir regardé le match pour préparer cette émission, je pense qu'en fait, on a fait un bon match. Et c'est très bizarre, mais je vous jure que je trouve qu'on a fait un bon match, Ouais, c'est intéressant. à la fois tactiquement, au niveau de la stratégie, et que certes, il y a eu des erreurs techniques, individuelles, qui ternissent le tableau, mais du coup je mettrai un bon 14. Un bon 14, donc 11-14 à la fin, c'est que tu rajoutes quand même 3 points. Comme quoi, dans un match de rugby, Emeric, l'émotion rentre énormément en compte aussi quand on a des attentes C'est envers évident. une équipe. Ouais, et puis sur le direct, à la première lecture, tu vois pas tout. C'est hyper dur de tout bien analyser, de tout bien comprendre. Puis t'as l'émotion du moment qui fait que tel joueur va faire un en avance, tu vas le cibler pendant 3 minutes en disant putain il m'a saoulé celui-là, alors qu'en fait il a juste fait une petite erreur et après derrière il fait un truc exceptionnel, j'en sais rien, tu vois, mais il Ouais. y a des moments où tu fixes peut-être un peu sur des gens et après coup quand t'as pas cette peur du résultat, on va dire, que tu connais et que tu essaies juste de comprendre ce que l'équipe de France a voulu mettre en place et ce que l'équipe italienne a voulu mettre en place, et ben j'estime que on les a dominés de la tête et des épaules sans aucun problème. 11-14 pour Emeric qui a changé d'avis. Est-ce que toi, tu as eu une note qui est Moi, je restée reste la à même 11, moi. Tu restes à 11. Moi, je reste à 11. Ouais. Ah, moi, je reste à 11 et je monte pas à 14. Et non, parce que moi, contrairement à Emeric, j'ai rien compris à ce qu'ont voulu mettre en place les Bleus. Tu fais une compo avec 2 hybrides que sont Crétin et Woki. Donc, quand même, là, pour couvrir une grande partie de terrain, et finalement, tu choisis le défi physique pendant 40 minutes. Donc, pourquoi, en fait ? Pourquoi tu choisis le défi physique pendant 40 minutes et Willem C fait pas une percussion pendant 40 minutes ? Il touche pas un ballon pendant 40 minutes. Oui, tu choisis le défi physique. Donc moi, j'ai rien compris à ce qu'a voulu faire le staff de l'équipe de France. Je pense qu'ils vont faire des grands changements pour l'Irlande, parce que ce match, face à une autre équipe que l'Italie, on peut le perdre. Est-ce que, alors on est très dur avec les Bleus, on va pas se mentir, ça a été. On est très dur, mais Mais parce qu'ils nous ont globalement, régalé aussi, c'est pour Ouais. ça. Est-ce qu'on est trop dur avec les Bleus? Bah, je pense que la même analyse en 2010, enfin allez, on va dire en 2014, c'est sûr. après l'espèce de boucherie de rugby qu'on avait, on aurait dit ah cool, on a mis un point de bonus contre l'Italie. Là aujourd'hui, tu viens de battre les All Blacks, ça fait 2 fois que tu finis 2e, ça se joue un petit détail. T'as de l'ambition, il y a la Coupe du Monde qui se rapproche, t'as l'excitation, t'as l'avènement de joueurs installés, ça y est maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Donc t'as envie de plus, t'as envie de voir peut-être un plus beau rugby. Maintenant, moi là où je suis hyper content, c'est que je vois une équipe de France intelligente. Pas une équipe de France qui a des systèmes de jeu et qui les met en place. Non, juste simplement et méchamment. C'est une équipe de France qui s'adapte à l'adversaire. Et la manière dont a joué l'équipe de France là contre l'Italie ne sera absolument pas la même contre l'Irlande. Ça, je suis d'accord. Et c'est une évidence. Ça, je suis d'accord. Et en fait, ça prouve juste l'intelligence et l'évolution aussi du staff et de la préparation individuelle des joueurs. Tu parles de la préparation, Emeric, c'est intéressant parce que est-ce que dans ton analyse, tu expliques cette prestation que tu trouves moyenne, Alex, par peut-être les conditions météo, l'absence de Fabien Galtier, le sélectionneur qui, on le rappelle, était covidé, donc Raphaël Ibanez était celui qui donnait les consignes. Comment est-ce que tu expliques cette prestation moyenne globalement, quoi, au-delà de l'analyse tactique du match? Moi, je pense que c'est ni la météo, ni Galtier. Je pense que c'est juste une préparation. Ils ont fait des choix en préparation de miser sur la vitesse et de faire bouger le ballon. D'ailleurs, il avait très bien expliqué, Fabien Galtier, il travaillait sur un rythme de 140 mètres parcourus par le ballon par minute. Alors qu'un match international est entre 110 et 120, les All Blacks c'était 116, 117, là il bossait sur 140.
Et, D'où l'utilité de mettre des joueurs comme d'où Cretin, l'utilité de mettre Woki. des Woki, des Cretins, des joueurs qui vont courir, qui vont même Aldrit, hein, même s'il est puissant, il couvre quand même beaucoup de terrain. Au final, alors les conditions météo forcément réduisent un Et petit peu. ça impacte forcément Ça un peu. impacte un petit peu effectivement quand même cette donnée-là. Mais au final, si tu fais ce choix-là, il faut t'y tenir. Si tu t'y tiens pas, tu dois mettre en place une autre équipe. Et l'équipe qui a été proposée n'était pas cohérente pour moi avec ce qu'on a vu sur le terrain. Il y a eu un problème de cohérence. Pour moi, c'est ça le problème. J'attaque pas les joueurs, j'attaque là pour le coup plutôt la préparation du match. Est-ce que vous avez compris, du coup, on va partir sur une analyse tactique, est-ce que vous avez compris ce que les Bleus voulaient mettre en place? Alors Alex, toi, t'as dit que non. Donc Non, moi, j'ai pas on a bien compris. Aymeric, du coup, tu nous as préparé... Alors, c'est peut-être la palette la plus bizarre que vous allez voir. quand tu me l'as envoyé, j'étais pas fier de toi. Et c'est une palette qui est censée montrer que tu as compris. Tu t'es dit, c'est du Pollock. Tu te dis, c'est talentueux. Alors, voici la palette. Alors, messieurs, dames, c'est... En gros, on est tous d'accord pour dire que la première mi-temps de l'équipe de France est peut-être la plus brouillonne. Celle où on s'est le plus énervé. En gros, j'ai voulu représenter tout le jeu au pied des Français. Il y a un code couleur qui est très simple. Quand ton coup de pied est... quand ta flèche est en orange, admettons, quand vous voyez une croix orange, c'est l'endroit où on récupère le ballon. Donc l'intérêt de l'équipe de France, là, premièrement, tu vois déjà qu'il y a une zone qui est ciblée. C'est le côté gauche italien, qui a été ciblé longtemps. Souvent, quand tu vois qu'il n'y a pas d'avancée, qu'on n'a pas réussi à percer, et qu'il y a un premier, qu'on perd la ligne d'avantage, il y a un coup de pied qui est envoyé. Et le coup de côté pied de envoyé... Montiglione en l'occurrence. Hein, le côté de Montiglione en l'occurrence. et ben en fait pas du tout, parce que les Italiens couvrent pas avec Montiglione, ils couvrent avec Garbizzi. Ah oui, c'est vrai. Et donc du coup, t'as raison. là où c'est intéressant, Oui. c'est que je pense que le staff de l'équipe de France a bien vu que c'était Garbizzi qui couvrait le côté gauche, sauf que Garbizzi est gaucher. Donc pourquoi tu l'avoines ici? Parce que forcément pour trouver la touche, quand t'es gaucher, ça réduit la marge. T'es obligé du coup de faire un coup de pied dans l'axe la T'es obligé de faire. Donc soit il te rend le ballon, soit il te trouve des petites touches. Et donc en gros, stratégiquement, l'équipe de France a dit quoi? Les Italiens, on va leur donner des ballons, mais ils vont nous les rendre et on va gagner du terrain comme ça. Parce que le rugby, c'est juste gagner du terrain. Donc concrètement, quand on peste parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'on envoie encore une énorme quille? Mais pourquoi est-ce qu'on tape tout le temps là? Eh bah, c'est stratégique. Et en fait, cette palette-là veut juste montrer qu'on a volontairement frappé cette zone du terrain, parce que sinon tous les coups de pied n'iraient pas là. Donc on a volontairement tapé tous les coups de pied là, dans l'optique de les acculer et de les laisser le plus proche de leur en but. Et notamment, voilà, pendant tout le match, la France a joué 29 fois, 29 ballons dans les 22 mètres italiens. Ça veut dire qu'on a vraiment passé beaucoup de temps dans la red zone, dans la zone de marque, pour marquer des essais. Donc au bout d'un moment, quand tu les pressurises, forcément, tu vas mettre des essais. Ce qui n'a pas après fonctionné dans l'équipe de France, c'est dans notre déploiement du jeu offensif. On a été pénalisé 14 fois, mais dans les 14 pénalités, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a 9 pénalités sur du jeu où on a le ballon. Sur du déblayage qui va trop loin, sur du contact, sur je sais plus... Ah, je l'avais avant le verbe. Bon, bref. En gros, sur des. Ah, je suis frustré parce que j'avais l'autre image en tête. Et en gros, concrètement, ça, c'est des trucs qui se corrigent. Ça veut dire que quand tu joues avec le ballon, c'est des erreurs techniques. Et ces erreurs techniques-là, qui ont amené des pénalités, doivent être normalement corrigées. Et c'est ça qui ternisse le tableau. C'est-à-dire que dans la stratégie, on a eu raison dans l'application, on n'a pas été assez propre techniquement, que ce soit au niveau des passes. 9-10, 9-12, 9 avant, et on n'a pas été assez propre au niveau des déblayages. Et là, c'est inquiétant pour le match qui arrive, parce que les déblayages mettent un peu de temps à arriver sur ce match. Bah, oui, et ça rejoint ce que je disais, c'est que les Bleus ont eu beaucoup de mal, je trouve, à jouer debout. Notamment devant, on est passé beaucoup au sol et quand tu passes au sol, tu es obligé d'enclencher une mécanique qui est le déblayage et la libération du ballon, sauf que les Bleus sont soit en retard, soit ne font pas des déblayages assez puissants, entre guillemets, assez efficaces, et ça rejoint pour moi cette idée-là que en voulant placer Cretin et Woki entre guillemets à l'opposé l'un de l'autre. Oui, parce que dans le système de jeu, voilà, le 1-3-3-1. Voilà, en gros, les deux étaient dans les couloirs des 5. Exact. Donc, couloir des 5 mètres, donc le long de la ligne de touche. Si le jeu est dans l'axe,
On a quand même nos deux troisième lignes qui sont les plus mobiles. Enfin, nos deux troisième lignes, tu vois, je fais un lapsus. Ouais. Mais on a nos deux avants les plus mobiles qui sont les plus éloignés du jeu, au final, des points de rencontre. Et du coup, tu te remets sur les déblayages. Il y a des joueurs qui sont moins puissants, mais surtout, tu as perdu un joueur, je pense, là-dessus. Et l'idée de faire cette composition-là, il manquait un Leroux. Il manquait un deuxième ligne pour ferrailler. Après souvent Woki était arrivé à être au cœur du jeu. Il y avait une permutation entre Woki et Aldrit. Mais on a vu souvent Aldrit relever le ballon, avancer un peu, Oui. ou Woki le faire. Et ça, c'est la stratégie de l'équipe de France. Dès que tu as une brèche, si le ballon est disponible, les Français vont le relever pour enfoncer oui, tout mais le dans temps. ce cas-là, il faut que tu puisses faire jouer derrière. Le problème, c'est qu'on passe au sol beaucoup trop souvent. Donc, tu as des mecs qui vont courir avec la balle, qui sont là pour, mais si la balle n'est pas en mouvement quand ils l'ont, il y a un problème. En fait, on est tombé sur une bonne défense italienne Plutôt, oui. qui plaquait, mais alors aux chevilles. Crampons, et du coup qui te faisait tomber instantanément. Mais je pense que les Italiens ont très bien préparé le match. pour le coup. Aussi. Sincèrement. Et cette équipe d'Italie, franchement, quand je fais la compo jeudi, je me dis, oh putain. C'est l'équipe du Benetton Treviso. C'est Benetton Treviso, voilà. Et il n'y a que des jeunes devant, Fischetti, et ainsi de suite. Je me dis, ça va souffrir. Et en fait, je trouve que cette génération, elle est pas mal du côté italien. Ça va être intéressant. En tout cas, on va la suivre sur le tournoi. Mais la suite du tournoi, parce qu'ils prennent quand même 37 pions. Ils vont en prendre 50 ce week-end. Ils ont se fait ouvrir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une belle troisième ligne, tu vois. Lamaro, il nous sort un match exceptionnel. Negri est très bon. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, t'es vaillant, t'as des bons joueurs. Mais encore une fois, le jeu de l'Italie, tu le vois pas en fait. Ils nous plantent sur un contre, sur une chandelle mal réceptionnée. Mais sinon, le jeu de l'Italie, tu le vois pas quoi. Il y a un génie, c'est Garbisi, et la France l'a ciblé. Et tu vas voir que Garbisi, pendant tout le match, il a été ciblé, épuisé, fatigué, et plus du tout de lucidité. Et c'est malin parce que c'est leur meilleur joueur. L'impression visuelle, en tout cas, les gars, qu'on a eu de cette équipe de France, alors je ne sais pas si on peut dire empruntée, mais en tout cas, effectivement, moi j'avais l'impression qu'elle n'était pas efficace dans ce qu'elle faisait, même si le plan de jeu pouvait être intéressant, comme tu le disais, Aymeric, avec cette palette magnifique fléchée qui dans le fond est très intéressante. Sur la forme, il y a à redire, mais au final, elle est très intéressante. Non, mais ça montre quelque chose. C'est con, mais je me fais chier à faire ça quand même. Tu vois. Mais ça veut dire quelque chose, c'est très intéressant sur le fond, c'est qu'il y avait tactiquement quelque chose de très clair qui était mis en place par les Bleus. Mais l'impression visuelle, c'est que ce n'était pas très efficace. Et donc, notamment à cause de cette indiscipline, on va voir le tableau dont vous avez commencé à parler, parce que c'est assez criant et les chiffres sont très durs. On se retrouve vraiment en bas de tableau de ce tournoi destination, avec notamment 14 fautes faites par les Bleus et l'Irlande qui est numéro 1 avec 6 fautes. Globalement, les équipes ont relativement fait peu de fautes, ou en tout cas la France en a fait 14, ça c'est assez clair. Aldrit a réagi sur ce chiffre-là, et il a avoué, Grégory Aldrit, que il y avait quand même quelque chose à dire, et que 14 fautes, c'est beaucoup sur un match international, même s'il ne se dit pas inquiet, qu'ils vont revenir dessus durant la semaine, et nous allons rectifier le tir. Sur quoi est-ce que vous mettez ce nombre de fautes élevé? Parce que c'est quoi? C'est du stress, le retour, le fait de se reconnaître, de réapprendre à jouer ensemble? Il y a 2 fautes en mêlée, je me souviens. Il y en a une, Antonio qui glisse. Ouais. C'est dommage parce que honnêtement, c'est juste une question elle est gagnée, c'est un appui qui lâche. Alors qu'on gagne l'impact. Il en reste 13. Voilà. Après, il y en a 9 offensifs, comme il le disait. Donc, déjà, mais ça, offensif, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu te fais gratter. Ça veut dire qu'il y a un manque de soutien. C'est ça. Mais ça, entre guillemets, c'est presque des détails, tu vois. Et il y a les lignes défensives où vraiment l'arbitre a été, on va dire, juste des deux côtés. Moi, j'ai rien à dire sur l'arbitrage des 3 matchs de destination. Il y a un jeu de Woki notamment. Le hors-jeu de Woki. Pour la destination, le Irlande Pays de Galles, t'as rien à dire? J'ai rien à dire parce qu'il a été cohérent. Des deux côtés. Permissif, on va dire. Non, mais en fait, il a été cohérent des deux côtés. Moi, j'ai pas vu d'arbitre, moi. Non, mais on est d'accord, mais du coup, pour moi, il y a un problème quand tu as une équipe où tu as l'impression que tu te sens un peu lésé, ou qu'il y a un regard que sur un côté. La Rochelle, par exemple. Non, pardon. Voilà, par exemple. mais bon, voilà. Et en gros, l'arbitre était très bien sur France-Italie. Okay. Et tatillon, il a été ultra tatillon, mais c'est à nous de nous adapter. Ouais. À un moment donné, c'est ça, quand tu es une grande nation, tu t'adaptes à l'arbitre et à la manière d'arbitrer. Si tu vois que le gars, il te siffle 2 fois des micros hors jeu, prends un mètre, c'est l'Italie, mon gars, prends un mètre. Par contre, on a revu vraiment la rush défense. J'allais le dire. Bon, on l'a revu, la rush défense. Moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que c'est toutes ces fautes offensives. C'est que malgré tout, c'est des munitions perdues.
on peut se permettre de perdre des munitions contre l'Italie. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre des munitions contre l'Irlande ? Alors là, absolument pas. Si tu refais plus de 5 fautes offensives face à l'Irlande, tu perds le match. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sera une des questions, effectivement. On a fait l'analyse globale, on va passer à l'analyse un peu plus individuelle, même si tout est effectivement lié. Lié, bien sûr. On a fait un top et flop de ce match en commençant. Alors, je ne sais pas si on a commencé par les arrières ou les avants, peu importe. T'as pris la compo, c'est ça ? Voilà, j'ai pris la compo qu'on a faite la semaine dernière dans la preview. Voilà pour les top et flop des avants, avec notamment Grégory Aldrit. Il va falloir que tu assumes. Et Dylan Cretin. Oui, bah moi j'assume, effectivement, vous l'aviez pas dit vous, mais moi j'ai ajouté Dylan Cretin parce que offensivement, c'est vrai que moi je l'ai très peu vu, Dylan Cretin. J'assume entièrement. À la fin du match, je me demande où il est. Alors j'ai pas eu la possibilité de regarder une deuxième fois le match. Et dans le couloir des 5, là encore en ce moment on se parle. Là. Mais non, mais en fait vous êtes dur parce que... Non mais il est victime du plan de jeu de l'équipe de France. Okay. En fait, moi je trouve qu'il est ciblé juste parce que c'est pas le choix dans la tête de beaucoup de gens. Et donc du coup ça les saoule de voir Cretin. Mais en fait, déjà en touche au début, on sait qu'on l'a mis pour la touche, etc. Mais dans les faits, en touche, il gratte 2 ballons, ou il est à l'initiative de gratter 2 ballons en touche. Quand la France défend, elle défend à 2 sauteurs. Et quand t'as Woki premier, Cretin deuxième, t'inquiète pas que tu dois être un peu emmerdé pour envoyer le ballon. Et souvent on se plaignait que les Irlandais avaient 2 sauteurs très grands, très chiants. Les Sudaf avaient ça aussi. Et bah si on l'a aussi, c'est très important. Oui. Et je pense que la France travaillait sur ça, sachant qu'il y a beaucoup de touches qui sont très peu contestées. Mais quand elles sont contestées avec 2 sauteurs. Et sinon, oui, Cretin se retrouve au bout du 1-3-3-1. Et donc du coup, il se retrouve dans la ligne des 5 mètres, du côté Gabin. Et il a été très utile parce que Gabin, mine de rien, il a fait un match merveilleux. Après Gabin n'avait pas besoin de lui au final. Non mais en vrai si, parce que non mais il est merveilleux. Mais ce que je veux dire c'est qu'on joue avec des ailiers qui sont plutôt en train de rentrer. On utilise plutôt nos ailiers dans le centre du jeu, notre ailier intérieur plus que notre ailier extérieur. L'ailier extérieur c'est vraiment un finisseur contrairement à l'Irlande ou les Anglais qui jouent vraiment avec leurs ailiers XT. Nous on aime bien quand nos ailiers rentrent. Et concrètement, souvent Cretin, il était là pour jouer avec Villiers ou pour protéger Villiers ou pour fixer. Pour expliquer, quand tu dois jouer avec ton ailier et que tu es 3e ligne, c'est que tu pars du principe que ton ailier va être arrêté et que toi derrière tu es au soutien pour aller marquer. Le problème c'est que Villiers il n'a pas été arrêté en fait, donc le pauvre Cretin il était au soutien mais il n'y avait pas besoin en fait au final. Et Cretin c'est clairement l'avant qui a le plus long rayon d'action de tout le pack français, plus encore que Woki. C'est celui qui a la plus grosse vitesse ballon en main, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le problème c'est que le match n'était pas pour lui et que en fait, je trouve dans ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Après c'est sûr que faire des pick and go, c'est pas son jeu. Il l'a un peu trop fait de temps en temps. Moi, je trouve que c'est parce que beaucoup ne voulaient pas cette composition et du coup voulaient décaler Woki et ne pas mettre Cretin que là aujourd'hui on le cible et on dit il fait un mauvais match. On l'a pas vu. Moi, je suis vraiment pas de cet avis-là. Par contre, après, on va quand même parler de points positifs. Avec la prestation notamment de Greg Aldrit, qui il y a cette stat sur Greg Aldrit, numéro 8 de l'équipe de France, donc 22 ballons portés. Emeric, il a été très présent. Ouais, très présent. Quand il ballon porté, ce ballon joué à la main. Ouais, c'est les ballons qu'il a eu en main. Bien évidemment, il couvre sur les quand coups de pied. On dit premier, c'est de tous les matchs. Des 3 matchs du tournoi de destination de la première journée. En fait, il a eu énormément de ballons en main parce qu'il a beaucoup relevé. C'est ce qu'on lui demande. Au ras des rucks, il a beaucoup relevé, fait avancer, essayer de faire le petit mètre de plus pour décaler justement la ligne de hors-jeu. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Concrètement, il a du coup tout le temps été dans l'avancée. Malheureusement, par manque de soutien, il s'est fait plusieurs fois pénaliser. Mais sur ce genre de choses, moi j'estime que c'est pas le porteur de balle qui est fautif, c'est plutôt les soutiens qui mettent du temps à arriver. Mais dans ce pack d'avant, Aldrit est au-dessus, mais on peut saluer un match monstrueux de Marchand, énorme de Baye et très très lourd de Woki. Donc c'est plutôt rassurant là-dessus aussi quand même. Il y avait du monde. Il y avait du monde pour répondre. Après il y en a 2-3 qui... Aldrit il a touché 26 ballons dans ce match. C'est monstrueux, 26 ballons. C'est évidemment. C'est plus qu'Alel normalement. C'est plus que Romain de Tamac, par exemple.
Ouais, la sensation, et notamment sur les. C'est quand même énorme. Oh, Ouais, c'est normal. Dans les C'est stats, on a failli mettre le nombre de ballons, le nombre de mètres parcourus dans lequel Aldrit est toujours très présent parce qu'il est en couverture. L'Amérique n'est pas trop fan de cette stat, mais ce que je voulais. Non, mais Oui, non, mais tu l'as déjà expliqué. Je suis relativement d'accord avec toi qu'elle est un peu biaisée parce qu'il est en couverture. Mais ce que je notais au-delà effectivement du nombre de mètres parcourus, c'est effectivement un peu une stat un peu branlette. C'est juste qu'il est énormément utilisé, qu'il est énergique, présent. Il reçoit une énorme confiance du staff et que c'est assez impressionnant. Quoi. Pour moi, c'est son meilleur match en bleu. Je pense. Beaucoup de il y a responsabilités. un match contre l'Irlande. Oui, où il avait été très bon, mais là, je trouve que, là, patron, quoi. Tu vois, patron. À la fin du match, en conférence de presse, Raphaël Ibanez qui dit, c'est juste, il a été juste fantastique, quoi, dans tous les secteurs de jeu. On avance avec les arrières. Donc vous avez évidemment un peu parlé de Gabin Villière tout à l'heure qui a fait un match exceptionnel, qui met notamment un triplé. Et il y a deux noms qui apparaissent en rouge. On parlera de Ramos tout à l'heure. Attention à la petite surprise. Ne vous inquiétez pas les Toulousains, mais ça va être très drôle. D'ailleurs, deux noms en rouge toulousains. On va se faire engueuler, mais on va tâcher d'être argumenté. On n'est pas là évidemment pour cracher sur n'importe qui, n'importe comment. Et la prestation qui est très intéressante à analyser, les gars, c'est celle d'Antoine Dupont. Alex. Dupont, c'est son pire match en bleu. Je pense que voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Pour moi, en tout cas, Dupont fait un mauvais match. Il n'y a aucune insulte sur le joueur, il est exceptionnel, mais c'est le meilleur joueur du monde. Il n'est pas à 100%, c'est sûr et certain. Il fait un mauvais match, pourtant il est au cœur du jeu. Il fait 65 passes quand même dans ce match. Quand tu regardes le classement du tournoi des destinations, classement du nombre de passes, dans le tournoi des destinations, il est effectivement très très haut. Ouais, il est deuxième. Il est deuxième, juste derrière Gibson Park. D'ailleurs, on a Antoine, notre nouveau chef d'édition, à qui on fait un bisou d'ailleurs. Nouveau. Qui va travailler aussi, Ben, à qui on fait un bisou, mais voilà. Et on a donc Dupont qui est deuxième et Gibson Park qui est premier. Ouais, Dupont, donc 65 passes, mais si peu d'influence au final. Beaucoup de mauvais choix, je trouve aussi. Il a beaucoup inversé, un peu trop, je trouve, ce qui a favorisé la défense auprès des Italiens. Et comme on cherchait pendant un petit moment le prêt, on s'est un peu heurté là-dessus. On n'a pas assez joué le même sens, j'ai eu la sensation. Son jeu au pied, je ne l'ai pas trouvé très bon. Alors que celui de Jaminet je l'ai plutôt apprécié, celui de Tamac je l'ai plutôt apprécié, mais celui de Dupont j'ai pas vraiment aimé. Voilà, c'est son plus mauvais match en bleu, mais moi je lui tiens par rigueur parce que clairement il joue pas à 100%, mais il doit être là parce qu'il est le capitaine, parce qu'il est le meilleur joueur du monde, et ça doit être très dur pour lui, connaissant un peu l'exigence du garçon. Il sait très bien qu'il a pas fait un bon match et il doit s'en vouloir un petit peu ça doit être très frustrant pour un joueur comme lui. Ouais. Il y a des explications peut-être à ce match un peu moyen. Voilà, quand on est meilleur joueur du monde, bien sûr, il y a des attentes. Mais qu'est-ce que c'est Alex parle de ne pas être à 100%. On sait qu'il a le genou un peu qui grince. Il y a ce qui se passe à Toulouse. Peut-être que moralement, il n'est pas à 2000% comme peut l'être Ntamak. On sait qu'il s'était déçu de quitter le Stade Toulousain, qui est en mauvaise posture. Comment est-ce que tu expliques ce match un peu moins bon de Dupont ? Je pense qu'il y a le manque de jeu, mais ça, il le reconnaît. Même s'il s'est trouvé en rythme et tout, c'est ce qu'il dit à la fin du match. Ouais. Mais il était en rythme, mais il est peut-être un peu moins lucide. Et en fait, le problème, c'est juste le problème du moment. C'est le rugbyman numéro 1 du moment. Donc, il est ultra sollicité. Surveillé. Il est ultra surveillé, t'as raison, sur un terrain. La Marot l'a cherché pendant tout le match. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est au-delà du terrain. C'est-à-dire que là, en gros... même avec son coach lui envoie des pics indirects, tu vois, à un moment donné c'est un peu chaud. Je parle de Hugo Mola. Hugo Mola qui balance des trucs un peu durs après le match face à l'USAP alors qu'il n'a pas joué. Genre comme quoi il y en a qui devraient en fait il attire tellement l'attention que ça doit être un peu pesant. Voilà, c'est un peu le fer de lance du rugby français pour amener des jeunes licenciés, etc. Donc on le met partout à la télé, on le met partout dans les canards, on le met partout. Et ça, moi, en vrai, je suis trop content de voir un rugbyman un peu starisé, c'est stylé. Depuis, je pense, Michalak ou Chabal, on n'avait pas vu ça. Là, pour le coup, c'est en plus le meilleur joueur du monde, donc c'est cool. Mais moi, j'en avais déjà parlé au moment où il avait filé le capitanat. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ça lui rajoute encore des protocoles et des protocoles. Et en fait, ce qui est hyper important pour un joueur, c'est de se reposer.
Et quand on te fout 15 000 protocoles derrière, 15 000 confs de Oui, presse, parce qu'on 12 000 rappelle qu'il n'y a trucs, pas que, ce qui se passe sur le terrain. pesant. Il y a, Ah non, c'est il y a pesant. avant, il faut aller faire le toss. Il y a, Le toss, voilà, le Captain Run, faut c'est signer, toi qui enfin, présente à la presse. la presse le la Captain veille. Run, en après-match, c'est obligé, c'est dans le cahier des charges. Donc oui, non, c'est beaucoup de choses. En Il y a gros, il y a beaucoup de beaucoup de charges. Ah Et donc, oui. du coup, moi, je trouve que là, en ce moment, Bah, je suis pas surpris de le voir un peu moins bon parce qu'il y a tellement de trucs qui lui tombent dessus que bon, bah. que c'est beaucoup. Bah ouais, au bout d'un moment, t'es un peu friable, quoi. Et le dernier flop, du coup, c'est le coaching. Enfin, non, pardon. Moi, Du coup, j'ai un peu balancé. J'en ai juste un mini à Ficou. Ficou, il a pas fait un bon match pour moi. Et, non, je sais, bah voilà, je savais. Mais attends, mais alors s'il y en a un, Non, bah non. mais arrête. Non, j'en ai marre, il fait trop de coups de pied rasants, trop de petites diagonales rasantes. Je trouve C'est ça. le jeu. Hop, un petit derrière. C'est le jeu. Voilà, bah ça c'est. Ah, trop. je suis d'accord qu'il est mal tapé sur son denti là, sur Non, denti. il en fait trop. Un moment, C'est complètement le jeu. un moment, on développe large. On est à 10 mètres de l'embut. Et Il a juste une passe. Gabin, il a ça de la prendre. Il a juste une passe comme ça à faire et il en fait une dégueulasse qui arrive dans les pieds de Attends, Danty. quand il a une grande passe à faire, il l'a fait pour Jaminet, Moi- il y a essai, tu Moi, vois, je genre. trouve sincèrement que. Ah, je te trouve dur, mais je ok, trouve ok. qu'il pèse peu sur le jeu de l'équipe de France. Par contre, en défense, il est incroyable. Ah, moi, je trouve Mais qu'il pèse. c'est un mini flop, voilà. Oui, j'entends. En tout c'est cas, pas- il y a effectivement, donc, on a vu tout à l'heure le nom de Ramos en rouge. Ouais, Est-ce que alors tu moi, peux nous Il est expliquer éclaté. Non, je rigole. Moi, c'est mieux. Rassure nos Toulousains, s'il te plaît. Moi, Non, je rigole, moi aussi. hier, tu me demandes genre quel flop, et moi je te dis Ramos. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est du foutage de gueule de le faire rentrer à la 76e. C'est vraiment, mais dans un match où tu mènes, hein, quand il rentre, il y a 30 à 10, tu vois, le match il est gagné. Hein. T'as le bonus, t'as tout. Hein. Il fait toute sa rentrée de 3/4. Lucu, il y a même Lucu, il rentre tard. Lucu Même Moefana, Lucu, il rentre à la 70e. Ouais. Donc t'as 10 minutes. Je peux comprendre. Pourquoi Ramos il fait pas partie de ce flop là? Moi, j'ai juste une question à te poser. Si c'est Jalibert, est-ce qu'il rentre à la 76e? Ah bah Jalibert il rentre pas à la 76, hein. Jalibert il rentre à la 70 avec tout le monde. Hein. On en est d'accord. Mais c'est sûr. On est Et donc d'accord. du Des coup en coups de fait, gueule. C'est pas ce qu'il a fait, hein. en gros, moi j'étais juste un peu en mode déçu pour lui. Donc je le mets en flop, mais c'est pas lui Mm. du tout qui est en flop. C'est plus qu'est-ce que c'est que ce Il coaching. fait plutôt une bonne rentrée d'ailleurs. Sur 4 minutes, je le trouve plutôt Sur 4 intéressant. minutes, il avait faim. Ouais. Et je suis content pour lui. Non, mais c'est dur pour lui. Même si je suis le premier à avoir été hyper dur en mode il est très fort avec Toulouse, il est moyen avec la France. Là, il voit la concurrence, etc. Jaminet, on aurait pu le mettre dans les flops. Ah bon? Il nous fait pas son meilleur match. Ah ouais, bon. Bah, Jaminet est pas incroyable sur ce match. Il manque peu quand même. Attends, toi qui es un over défenseur et à raison de Dulin, tu mets Dulin sur ce match, il a des ballons, je pense qu'il peut en faire d'autres trucs. Ouais. Là, je suis Pas un faux. peu déçu de. Mais c'est dans la forme du moment. Jaminet, dans la forme du moment, il est pas bon. Il est pas incroyable avec l'USAP en ce moment. Oh, ça va, moi, je le trouve dur avec Jaminet. On avance, les gars. Le calendrier du 15 de France. Regardons-le. Voilà, c'est bon, je l'ai. mets-le dans l'ordre. Polo, Antoine, si tu Excusez-moi, si vous êtes pouvez me sextant balancer. Vous avez pris une commotion? Oui, j'ai pris une petite commotion, effectivement. Donc le prochain match des Bleus, France-Irlande, deuxième match de suite à domicile, c'est samedi à 17h15. Une petite 45. info, 17h45. Après, J'ai peut-être écrit. tu fais une prise d'antenne avant. Vraiment, j'en je sais crois rien. que j'ai pris une petite commotion. Danty est blessé Ouais. à la cheville, il est sorti en cours de match d'ailleurs. Il ne jouera pas ce match. Moefana, est-ce que ce sera lui qui le remplacera, Emmerich? Eh ben, en gros, l'interrogation, elle se joue entre. Allez, il y a trois options, on va dire. Soit tu mets Vakatawa, qui a été rappelé dans le groupe. Soit tu mets Moefana, qui devait être titulaire pendant très longtemps. Il devait être titulaire contre l'Italie. Et finalement, ça s'est vraiment décidé la veille, apparemment. Comme quoi, ils ont décidé de mettre Danty. Puisque Moefana, dans les entraînements de l'équipe de France, il impressionne tout le monde. Puis c'est une pépite. Et lui, pour le coup, dans la forme du moment avec l'UBB, il est monstrueux. Et il y a la possibilité de voir un potentiel 5-8e avec un retour Jalibert Ntamak qui est dans les tuyaux avec le retour de Jalibert. Moi, j'ai juste. Tu changes quoi dans la compo? Est-ce que tu mets Moefana ou d'autres choses Bah, moi, j'ai envie de voir Moefana titulaire. Après, j'ai un problème là-dessus. Le meilleur plaqueur gallois face à l'Irlande, il est premier centre. Ouais, Tompkins. Tompkins, c'est le meilleur c'est celui qui a été le plus sollicité. Il fait 21 plaquages, il me semble. Ça Tompkins. sera Ficou. Ce sera Ficou, mais ça veut dire aussi qu'ils attaquent beaucoup 12-13 les Irlandais. Est-ce que Moefana peut
c'est plutôt un bon défenseur. C'est Mais- un excellent défenseur. Même. Excellent. Moi, t'es pas un excellent défenseur quand t'as pas encore défendu à un niveau international pour moi. Ok. Bon, attends. Mais c'est un bon Après, défenseur. il avait jamais défendu en top 14. Oui. Premier match, il termine meilleur J'attends plaqueur du match. J'attends confirmation, mais est-ce qu'il va pas être surattaqué? Parce que moi, sincèrement, si tu mets Moefana, je suis irlandais, en vrai, j'attaque sa zone. Moi, je pense. Mais attaquez-le. Hein. Mais Tu sais, moi, ceux qui pensent que genre, oh là là, il va prendre Bundiaki, c'est le même gabarit. 1,80, 100 kills. Les deux. 1,80, 100 il kills. est un peu plus fin, Moefana, non? 1,80, 100 kills. J'ai vérifié. Il est secos alors. Hein. Putain. Mais il est juste. Je pense que. Il est solide aux Ah, jambes. ouais, parce qu'il putain. est- Il est juste ultra calmé, moi. Moi, je veux voir Moefana, mais je pense que ce sera Vakatawa. C'est On possible suivra. parce que Vakatawa a fait un très bon match. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez Moefana ou Vakatawa, ou même un 5-8e. Hein, Et le roux. potentiellement. Oui, alors. Et ça, c'est ton bête, et ben on le suivra. Non, mais moi, je pense qu'en vrai, c'est un faux débat. Je pense que oui, il y aura le roux. Je pense que, tu vois, pour moi, c'est on va même pas. C'est une évidence. Ok. Et Galtier, jusqu'à preuve du contraire, il nous a pas surpris. Il a fait de la logique. Tu joues l'Irlande, le roux, il a très très faim. Ça fait longtemps qu'il a pas Partenaire porté le maillot. d'échauffement, comme nous disait Antoine Mazer avant l'émission. C'est-à-dire qu'il Partenaire rappelle d'échauffement des gars. Bleus au Stade de C'est France. qui Antoine Mazer? Notre chef d'édition. Ah, ok, d'accord. Ok, les gars, Faut voilà, pas on en trop a dire qu'il est terminé. insolent, donc Ah après, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais lui faire augmenter un peu plus le melon qu'il a déjà. On continue avec fin de ce débrief. Du coup, on peut partir, les amis, sur ce débat et notamment les Irlandais qui ont été impressionnants. C'est parti. On va voir donc les Irlandais qui ont battu les Gallois 29-7 et les Écossais qui ont battu les Anglais 20-17. Voici les trois résultats en image de cette première journée. Alors on va faire un premier retour, si vous pouvez balancer tout de suite Antoine les résultats, les pronos de la team, parce que malheureusement de mon côté ça n'a pas été exceptionnel. 4 points pour moi. Je déteste ça, les gars, je suis un peu mauvais perdant. Bien joué. Donc Rivenzi et moi qui avions mis effectivement l'Angleterre, on l'a dans l'os. Et vous derrière, vous avez eu du coup 7 points sur 7 possibles. Félicitations à vous. Retour sur le premier match, Irlande, Tu peux Pays dire de avec le Galles. sourire par contre? Non, impossible. Tu peux dire vous êtes les boss, les copains. Ouais, ok. Irlande, Pays de Galles. Pensez-vous l'Irlande aussi impressionnante, Alex? Confirmation. Favorite Confirme, du tournoi ok. pour l'instant. Pas plus que Co-favori. Co-favorite du tournoi. Confirmation, complètement. C'est Pas ça de le mot nouvelle que je favorite du tournoi pour toi. Non, co-favori, comme depuis le début. Même, je vais te dire outsider en fait. Moi, je nous vois Non. toujours favori. Et c'est. Bah attends, C'est- outsider, c'est hyper bien. C'est genre. choisis. C'est hyper bien. mais c'est hyper bien. C'est l'Écosse. Deuxième femme, c'est hyper bien. Hein. Non, mais quoi? Mais non, mais en gros. Outsider, c'est Mais, l'Écosse. mais je suis désolé. L'Écosse, attends, si l'Irlande est outsider, l'Écosse, c'est quoi? Ah, l'Écosse, c'est underdog. C'est genre. C'est la même chose. C'est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est la même chose. on y attend, on s'y attend pas. C'est Big mais- Cote, quoi. Mais et l'Écosse, ça fait partie de la Big Cote parce que c'est le meilleur planning pour eux pour remporter le tournoi. Enfin, on y reviendra. Mais concrètement, Qu'est-ce que tu as pensé de l'Irlande à la fin de ce match? Parce que c'est vrai que tout le monde s'est. la première impression de l'Irlande, Enjoué. c'est ouf. C'est très impressionnant. C'est un jeu léché. Ça va très vite. Et à la relecture, parce que je me suis fait plaisir. En gros, les Irlandais, c'est marrant. Ils ne visitent jamais les 15. Ils ont un jeu très central. Ils jouent vraiment avec leur 1-3-3-1 parfait, mais ils jouent vraiment sur leurs deux blocs. Et en fait, ils vont très peu dans les 15 et dans les 5. Pour marquer. Marque beaucoup sur les ailes. Ils vont juste marquer. Quand ils y vont, c'est qu'ils vont juste marquer. Et en fait, les Irlandais, ils font plein de trucs très beaux, notamment au niveau des 3 quarts maintenant, où ça nous fait plaisir, parce qu'avant, ils faisaient du jeu à une Oui, passe c'est qui était assez... Moi, c'est un peu la question que je voulais vous poser. L'Irlande, on les critique souvent. C'est peu de spectacle, mais c'est vrai que tu Et bah maintenant, mets si... le match, tu te régales ce week-end. Non, tu te régales. Mais au final, j'ai trouvé l'Irlande, je pense qu'ils sont aussi en rodage. Je pense qu'ils peuvent se dire que contre les Gallois, ils peuvent leur en mettre 40-50 et qu'ils leur en mettent que 27 ou 29. 29, ouais. Et honnêtement, je pensais vraiment que les Irlandais allaient dérouler. Ils n'ont pas déroulé, ils ont maîtrisé, ils ont contrôlé. Ils sont tombés face à une équipe du Pays de Galles qui n'a absolument rien proposé de Éclaté. stratégique, d'intelligent en face quand ils avaient le ballon. Défensivement, ils se sont envoyés parce que c'est valeureux un Gallois. Mais sinon, ils n'ont vraiment rien proposé. Donc en gros, il y a la rush défense irlandaise qui était certes très agressive, qui t'empêche beaucoup de développer ton jeu. Mais l'Irlande, là où ils sont forts, c'est dès que tu as un regroupement, 3 secondes, le ballon est éjecté. Et là, va falloir être au rendez-vous.
Moi, pour moi, je parle de confirmation pour l'Irlande parce que je suis pas non plus ultra impressionné parce qu'en face c'était un petit pays de Galles. Je me suis amusé à faire des stats hier soir sur le nombre de mètres gagnés quand le ballon était joué à la main. Donc t'es un joueur, tu prends le ballon, tu vas percuter, combien tu gagnes en moyenne sur une rencontre. Le Pays de Galles c'est 2,3 mètres, l'Italie c'est 3,3, je pars d'en bas. L'Irlande c'est 3,5. L'Écosse c'est 3,96, la France c'est 3,97 et l'Angleterre c'est 4,2 mètres. Alors voilà, il y a une grande amplitude, mais quand tu vois le Pays de Galles, et il y a aussi cette stat-là, le nombre de défenseurs battus par ballon joué à la main, en fait le Pays de Galles est juste éclaté. Zéro puissance, zéro franchissement, c'est vraiment très mauvais. Ce qu'ont fait les Gallois, 2,3 mètres c'est rien, 11% c'est faible, 15% pour l'Irlande, et 15% c'est pas non plus faramineux côté irlandais. Non, parce que mais en fait ils n'ont pas besoin. C'est ça en fait. Ils t'épuisent. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y aura un franchissement, mais il y aura essai. Tu vois, en fait, il fallait juste viser la zone Josh Adams. Ouais, c'est la sensation qu'on avait, ils étaient cliniques. Propre, c'est très propre, c'est très bien, et c'est pas non plus l'Irlande de Joe Schmidt des années un peu relou. Oui, il y a une vraie, c'est ça, il y a une vraie évolution dans le jeu. À l'époque, il y avait une évolution. À l'époque, c'était un métronome, quoi. C'était clac. Ouais, c'était vraiment des plans de jeu. Clac, jeu au sol. Après, tu vois quand même leur pattern de. Dès qu'ils en mangent dans des trucs, tu vois qu'ils font à peu près tout le temps les mêmes enchaînements cellules. Oui. Ils ont leur même sortie, leur même truc. Après, c'est Sexton aussi qui Sexton qui fait un très bon match. Sexton qui manque 2 pénalités et une transformation, mais hormis ça, beaucoup de vent. on est d'accord que ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à un aussi haut niveau avec l'Irlande. Je l'ai pas vu comme ça depuis la Coupe du Monde. En fait, on savait pas qu'il pouvait encore courir. C'est ça la vraie information. Non, mais c'est une pseudo-vanne. C'est-à-dire qu'avant, il l'utilisait juste en mode. Allez, prends du recul. Il l'écartait au max de la ligne d'avantage. T'es à 8 mètres de la ligne d'affrontement et t'envoies une quille où tu joues main, où tu fais juste balancier. Et donc du coup, on savait pas. Là maintenant, il attaque la ligne parce que les Galons ont été nuls en défense. C'est-à-dire qu'ils leur ont fait tout le match. Première cellule d'avant, ça joue dos, alors que les mecs pensent que ça va aller sur Van der Fleer. Et ça joue dos sur Sexton, et Sexton, pour expliquer, à l'extérieur de Tompkins. T'as 2 vagues d'attaque en fait. T'as 2 vagues d'attaque, t'as une vague avec les avants et une autre derrière avec les 3/4. Et en fait, à chaque fois, ça jouait dans le dos des avants. C'est ça que t'essaies de. C'est ça, ça utilise les avants en leurre comme un bouclier. Et du coup, tu la mets derrière Sexton qui a forcément beaucoup plus de latitude pour agresser la ligne. Et comme les Gallois ne glissaient pas assez, n'étaient pas assez dans la communication défensive, et comme les Irlandais sortent très vite le ballon, du coup, il faut réagir tellement vite que t'es pris de vitesse. Et ils étaient tout le temps pris de vitesse. Ils ont replacé un ailier au centre. Ça avait marché avec North, ça marche pas avec tout le monde. Josh Adams. Catastrophique tout le match. Et l'apothéose a été son carton jaune des plus stupides où, pour une fois qu'ils arrivent à avoir une pénalité jouable dans le camp irlandais, il vient mettre un énorme coup d'épaule dans Sexton sans jouer le ballon. Il prend un jaune, c'est tout à fait normal et ça met encore plus dans le dur son équipe qui, à ce moment-là, aurait pu être protocole commotion sur celui-là. C'est vrai. Bon, le pauvre. Et il paraît qu'il est plus efficace sur lui. Ah mais lui, non, ça marche plus. Lui, il y a du papier bulle. Il connaît par cœur de toute façon toutes les questions. Il connaît toutes les réponses. Mais ouais, voilà, moi juste pour dire, l'Irlande, je les crains pas moins qu'avant le tournoi, pas plus. Mais voilà, c'est fidèle à ce qu'on a vu en Coupe d'Europe. C'est pour ça que finalement la Coupe d'Europe, tu vois, moi je suis pas un grand défenseur de la Coupe d'Europe. Mais en fait, elle a cet intérêt-là, c'est que en fait tu regardes le Leinster. Et puis tu regardes un peu l'Ulster et le Munster et en fait t'as l'Irlande. Et, oui, c'est ça, et surtout le Leinster. Et en gros, on s'attendait à ça et on n'est pas déçus, on a eu ce qu'on voulait. Non, je pense que ça me fait un peu peur, moi. Non, la peur, elle aurait été là quoi qu'il, même si tu tartines les Italiens 70 à 3. Ah oui, c'est pas de nous, c'est eux. Ça vient de cet affrontement-là où les Irlandais. Moi, je trouve que les Irlandais, par contre, quand ils lancent leurs espèces de jeu main-main, je te fais 4 passes derrière dos, que ça va en 3/4, je trouve que c'est joli, mais que ça sert à rien. Ça ne fixe aucune putain de zone. C'est juste beau. Par contre, devant. C'est juste beau. C'est juste beau, c'est juste votre vie. Par contre, devant, là, c'est utile et ça fixe et là, c'est cohérent. Attention à cette 3e ligne. Un dernier mot, les gars. Écosse-Angleterre. Les Écossais ont donc gagné de 3 points. Petite victoire, mais importante victoire, avec un match notamment exceptionnel de Darcy Graham, l'Écossais. Oh là là. Je voulais surtout m'attarder, les gars, sur le coaching anglais d'Eddie Jones. On va voir notamment la déclaration de Clive Woodward, qui a été un grand sélectionneur de l'Angleterre, champion du monde, voilà. Suite à la sortie de Marcus Smith, qui est l'ouvreur anglais,
à l'heure de jeu, à ce moment-là, les Anglais mènent 17-10. Pression Voilà ce que essai, dit quasiment. Clive Woodward. Il dit Itoje, Youngs ou Curry devraient parler à Eddie Jones. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ces joueurs doivent admettre qu'Eddie effectue de mauvais choix parfois. Il faut absolument une conversation d'adultes. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que déjà si Ben Youngs il va voir Eddie Jones et lui dit tu fais des mauvais choix, ce serait con parce que Il va le joue... mettre sur le banc. parce que déjà il joue grâce au mauvais choix d'Eddie Jones. Donc il y a quand même déjà un problème. Ben Youngs il fait 60 bonnes minutes, sauf que en fait si tu fais rentrer George Ford qui est quand même un 10 à l'ancienne un peu, faut le dire. Tu fais rentrer un Randall pour mettre de la vitesse. Le problème de Marcus Smith, et moi d'ailleurs il a mis les 17 points de son équipe, c'est que c'est un joueur ultra talentueux, mais il faut qu'il ait un peu de décision dans son jeu. Et le problème c'est que en fait Ben Youngs il trie tellement les ballons que Marcus Smith il a que un ballon sur 5 ou 6, et encore même pas. Et du coup il a que des entre guillemets les bons ballons qui sont validés par Ben Youngs. Mais c'est un problème parce que Mathieu Jalibert, par exemple, à l'UBB, on sait que Lucu est un trieur de ballons, mais Jalibert, il en a quand même beaucoup. Et c'est comme ça qu'il vient un petit peu sortir du cadre. Marcus Smith, on a besoin qu'il sorte du cadre. Si tu le mets dans un cadre, c'est pas le joueur qu'il faut. George Ford est un joueur de cadre. Marcus Smith, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est Eddie Jones qui est responsable de cette défaite ou plus qu'Owen Dickey notamment qui fait un en avant volontaire et qui prend jaune et le match tourne notamment à ce moment-là? Cowan Dickey fait n'importe quoi, mais outre Matt Fagerson qui est quand même très responsable de cette défaite, Le troisième ligne écossais Troisième donc, ligne, qui a fait un match exceptionnel. qui a été monstrueux, ouais, dans les choix, mais dans la stratégie proposée, ils sont ultra dominants pendant tout le match. Ils sont ultra dominants les Anglais pendant tout le match. 70% d'occupation sur la première demi-heure. Ils passent la première mi-temps, ils passent vraiment, je pense, mais allez, ça doit être 90% dans le camp écossais. Et ils ne plantent pas de points. Ils plantent pas de points, pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement lisibles, parce qu'ils vont que faire impacter de manière très lisible. On va impacter devant, ensuite on impacte premier centre, ensuite on impacte devant, ensuite on impacte au niveau du 10, ensuite on impacte devant, ensuite... Mais les gars, c'est bon, on a compris en fait. On a compris. Et puis en face, c'est plus l'Écosse. Et en fait, je pense qu'ils se sont juste dit, on va les épuiser. Ouais. Mais en fait, ils se sont épuisés. Ouais. Et on va miser sur l'Écosse des années 2000 jusqu'en 2017-2018 qui avait des errances défensives, qui loupaient des plaquages et tout. Pas de chance. L'Écosse, c'est 124 plaquages réussis sur 132 tentés, donc 94%, c'est stellaire. Au-dessus, c'est le soleil. Et dernier point. En fait, le gros problème de l'Angleterre, c'est que moi j'ai fait la stat du nombre de ballons que tu joues à la main et tu le ratio avec le nombre de défenseurs battus. C'est 8%. 8% en fait. Ouais. Et 22 côté écossais. Donc les Écossais beaucoup plus tranchants. Moi j'ai aussi une stat qui est folle. Le dernier mot et après on termine les gars. Les Anglais sont rentrés 18 fois. Ils ont joué 18 fois dans les 22 Écossais. Ils ont mis donc 17 points. Les Écossais ils sont rentrés 6 fois. Ils ont mis 20 points. Voilà, c'est toute la différence. Ça s'appelle l'efficacité. Le classement de ce tournoi à destination à l'issue de cette première journée, on va voir que du coup la France, l'Irlande et tu avais une analyse. Tu voulais me dire quoi juste avant l'émission à propos du. Tu avais un truc précis sur le Grand Chelem, Alex? Ah oui. Donc il n'y a plus que 3 équipes qui peuvent faire le Grand Chelem. Ah oui, voilà, France, Irlande, Écosse. Et je mets une piécette sur l'idée qu'il n'y en aura plus qu'une à la fin de la prochaine journée. Oui, parce que toi, tu penses que le Pays de Galles va se réveiller contre les Écossais ou que les Écossais vont faire nimp. Eh ben, on va regarder justement le programme prévu de cette deuxième journée avec l'équipe de France donc qui reçoit l'Irlande samedi à 17h45. Avant ça, en ouverture, Pays de Galles-Écosse à 15h15. Et dimanche, vous pouvez regarder Italie-Angleterre juste après avoir mangé et faire ou une belle sieste parce que les Anglais vont défoncer les Italiens comme vous le prédisez. Ou alors on ne sait pas, peut-être voir un match exceptionnel en tout cas. Ce serait un régal, je dois le dire. En tout cas, on va pas se mentir. On va voir si l'Italie arrive à battre l'Angleterre, alors là, je défile. Ouais, on va voir nos pronos de cette deuxième journée. Il n'y en a aucun de nous trois, ni Rivenzi d'ailleurs, qui depuis Berlin nous a envoyé ses pronos, n'annonce une victoire de l'Italie. C'est bien l'Angleterre qu'on a mis tous les trois. Et Alex, par contre, deux petites différences. Tu mises sur l'Irlande contre les Français et sur le Pays de Galles contre l'Écosse.
Alors, le Pays de Galles, je les vois gagner Chatard face à l'Écosse, un truc. C'est un terme technique, c'est un joueur ça, Chatard? Gros chat. Chatard? C'est un félin. Bruce Chatard? C'est un félin. Didier Deschamps en a une très belle. Je les vois gagner un truc type 18-17, un truc vilain au Millennium. Mais tu vois, le Millennium, compliqué quand même d'aller y gagner. L'Écosse, c'est pas trop leur délire. Et puis, je mets l'Irlande. Alors, à contre-cœur, hein, faut vraiment le dire. Oui, mais Je en mets vrai, l'Irlande c'est une parce que je mets un peu une pièce là-dessus, je dois dire. Puis j'avais envie de mettre un truc différent de vous aussi. Bon, moi, Faut ça le m'arrange que tu tentes des trucs parce que j'ai failli mettre l'Italie pour tenter un truc, mais je me suis dit, je vais me faire niquer. Ouais, mais parce que t'as pas envie de rester derrière aussi. Non, oui, j'ai pas du tout envie de rester derrière. Jamais envie, j'ai On envie de rappelle que perdre. t'as 4 points. Oui, voilà, pour le moment. C'est Mais pas t'inquiète énorme, pas. 4 points en fait. T'inquiète pas. C'est Je genre retiens, je nul note en tout, fait. les gars, 4 je points. note tout. Je note tout. Voilà, merci les gars pour ce nouveau débrief Plaisir. régalade. Merci à vous de nous avoir suivis. Tu veux pas avoir le sponsor? Eh ben si, Ah oui, je crois que c'était ça. on va de quoi pour voir. Ah, je crois que tu et rappeler- clôturais. Bien évidemment, effectivement que vous pouvez nous regarder vendredi à 18h sur Winamax TV avec mon cher Emeric et avec Tamerlan pour avoir plein de petits conseils de pronostics pour ne pas parier n'importe comment sur cette deuxième journée. Et on se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour le débrief de France-Irlande. Tu veux pas montrer le petit ticket qui est passé Ah, ou le quoi petit là? ticket, le petit ticket, bien évidemment, parce Ben que alors le ticket, allez, on termine là-dessus, Ah parce oui, que sous de ma effectivement, gueule, lui. C'est ta fierté. c'est vrai que On l'entend depuis 2 jours. c'est vrai, on a. Mais c'est pas qu'on l'entend depuis 2 jours, c'est qu'à un moment, je me rappelle pendant une émission, on me demande de faire un ticket. Moi je te fais Alors un ticket. déjà, en premier Et- temps, il y a le ticket qui est passé Ben, c'est de ça. la semaine dernière. Et la parce semaine dernière, Alex il me fait ça c'est ton ticket sûr? Non, mais Je dis, c'est oui, ça qui est c'est le important, ticket sur parce lequel je que- mets une Ah oui, pièce. c'est vrai. Vous allez j'ai dit ça. écouter sur Winamax TV Emeric là, vendredi qui arrive. Alors il y a le ticket d'Emeric qui est passé, qui vous a proposé passé, dans le mais dernier large, débrief de Bureau Oval. Sauf l'Écosse. Très très joli ticket qui vous a fait gagner potentiellement un peu plus de 100 euros, 103 euros. Donc Emeric, tu proposes un deuxième ticket, celui-là pour Oh là. la deuxième journée avec un combiné T'as peur? de 2 paris. Emeric, que tu nous détailles. Oui, l'Écosse qui gagne le match de 1-7. Je vois pas, je vois un match disputé. Je vois pas le Pays de Galles l'emporter. Je les trouve trop faibles dans ce qu'ils ont proposé. Je trouve les Écossais, comme je le répète, sur la meilleure année pour gagner. Donc je les vois gagner. Mais attention, de 1 à 7 points. L'Écosse qui gagne de 1 à 7 points, c'est 3,40. Si vous voulez être foufou, l'Écosse qui gagne de 7 à 14, c'est 4 et quelques. Et ensuite, je pense que les books se trompent. Le cut entre l'Italie et l'Angleterre, c'est 24. l'Angleterre moins 24. Ah oui, Donc ça c'est veut dire fou. que l'Angleterre bat l'Italie de 25 points ou plus. Oui, ça va se passer, les gars. Enfin, genre, moi, j'en suis convaincu. Maintenant, attention, le pari, c'est on ne mise que de l'argent qu'on est potentiellement capable de perdre. Tout à fait. Voilà, exactement. C'est important de le rappeler, bien évidemment. Voilà, Et il les faut être amis, majeur. merci de nous avoir suivis. On vous fait de gros bisous. On se retrouve vendredi sur Winamax TV ou la semaine prochaine sur YouTube. Ciao, ciao.